Mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce 6e Salon e-marketing Paris, qu'on va démarrer avec une séance plénière où on ne va parler que de marketing digital et que de marques dans cet nouvel océan de possibles. En feuilletant la presse qu'on vous diffuse ce matin, j'ai trouvé un très bon chiffre d'ailleurs sur les 500 premières marques du monde. Les Américains sont sur les premiers avec 237 marques, mais les Français arrivent en deuxième avec 47 grandes marques. On est très heureux d'accueillir en plénière ce matin des très grandes marques que Fabrice va vous décrire. Et plus avant, je vous souhaite un excellent salon. Il y a 2 jours de conférences non-stop, d'échanges, d'informations et d'expertise que j'espère que vous pourrez partager avec nous. Merci. Merci beaucoup Alain, tout le monde m'entend bien. Merci à vous de votre présence pour cette première conférence inaugurale sur le salon du marketing consacrée aux nouveaux enjeux pour les fonctions marketing, communication. Cela ne vous a pas échappé, le digital a fait une véritable intrusion dans la gestion des marques et des entreprises, comme nous allons en parler plus avant. Juste pour recontextualiser, je vais vous citer des chiffres que vous connaissez tous, mais bon, ça fait toujours du bien de les citer. Aujourd'hui, Facebook, on est à plus de 800 millions d'inscrits. Probablement le milliard sera atteint d'ici à 6 mois. Facebook, 25 millions de personnes en France. Près de 3 millions d'utilisateurs sur Twitter, 60 000 tweets à la seconde en moyenne. 4 millions de personnes d'internautes sur Viadeo, 2 millions sur LinkedIn. Et en France, nous avons 49 millions d'internautes, ce qui est quand même un chiffre assez conséquent. Et parmi ces 49 millions d'internautes, 47% postent des commentaires sur des forums à propos des marques. Donc évidemment, ça change un tout petit peu la donne. Alors évidemment, le mobile, je pense qu'on va beaucoup en parler durant ces deux journées. Le mobile, aujourd'hui, c'est 42% des Européens qui ont des smartphones. Alors bien sûr, le PC reste un peu le poste privilégié d'accès à Internet, puisque 95% des accès sont issus des PC, mais 75% des possesseurs de smartphones consultent Internet et pour la plupart achètent depuis leur mobile. Donc encore une autre révolution qui ne fait que commencer. Donc avec l'explosion des réseaux sociaux, des canaux de communication et des conversations, les territoires d'expression s'atomisent largement. Et donc comment les organisations doivent-elles réagir? Comment les directions marketing et communication prennent-elles ce virage digital? Donc après un premier désarroi que tout le monde a un peu noté, normal devant ce tsunami, comment les responsables du marketing et de la communication alignent les organisations, intègrent cette nouvelle donne et revoient leur organisation? Donc autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec un panel hautement qualitatif, avec Stéphanie Buret-Cruzia qui est directrice marketing et développement commercial de Pierre et Vacances, Ludovic Bonnet, directeur de la communication, du marketing et de la distribution de IDTGV. Donc il arrive, il n'est pas, c'est normal, hein, c'est IDTGV. Georges-Édouard Diaz qui nous fait le plaisir d'être là, qui est VP e-business de L'Oréal, c'est ça, Monsieur Diaz? Je ne me trompe pas. Voilà. Vincent Montet, qui est directeur du MBA Marketing e-commerce sur Internet à l'université Léonard de Vinci. Et Bernard Gassia, qui est directeur de la communication du CIC et président du club des annonceurs. Bernard Gasset, à qui je vais laisser la parole pour présenter d'une part le club des annonceurs très rapidement. Le club des annonceurs, c'est vrai qu'on va beaucoup en parler, enfin en tout cas des annonceurs, avec les bons chiffres que peut-être nous aurons. Donc les annonceurs, ceux qui sont en première ligne pour affronter le digital, mais vous nous ferez aussi le plaisir, Bernard, nous présenter une étude réalisée par TNS pour le club des annonceurs, portant un peu sur l'impact de ce tsunami sur les fonctions et les métiers marketing. Donc je n'ai plus qu'à vous laisser la parole. Bonjour à tous. Donc je suis ici effectivement comme représentant du Club des annonceurs. Alors le Club des annonceurs, c'est quoi? C'est une association qui regroupe aujourd'hui 120 grandes marques et dont la particularité est que les membres sont les pilotes opérationnels des marques au quotidien. C'est vous dire si la révolution numérique est un enjeu majeur pour nous. Et conscient de ça, à l'occasion de nos 20 ans, on a décidé de lancer une étude avec TNS Sofres. C'est une étude qui a été quali,
auprès de 400 personnes, directeurs de la communication, directeurs marketing et directeurs généraux des entreprises. Et le but de l'étude, c'était un peu de cerner les évolutions en cours sur les métiers du marketing, les nouveaux métiers et le rapport à la marque, qui reste un point important. Alors on le voit bien aujourd'hui, il y a un mouvement de convergence majeure, de transversalité qui est en cours. On ne peut plus rester dans sa chapelle, il va falloir avoir une vision globale. On le voit si on prend les items de la communication, de la notoriété à la transformation produit sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a plus de rupture. Chacun n'est pas dans sa maison, tout doit fonctionner ensemble. Si vous prenez l'image, deuxième item essentiel en matière de communication, de l'image à la notion de préférence de marque sur tous les points de contact, on voit bien qu'on est aussi dans une transition importante. Si vous prenez la notion de discours, le discours d'une marque, aujourd'hui, n'est plus seulement un discours émetteur. Il est récupéré, il est utilisé, commenté sur les réseaux sociaux. Encore une autre révolution importante. J'allais même dire qu'au niveau de l'offre, entre un produit tel qu'il existait hier, j'allais dire déconnecté, et un produit aujourd'hui connecté avec tout ce que nous apporte le numérique, on voit bien qu'on passe de l'ère du produit à l'ère du service. Alors, nous au club, on a une conviction forte, c'est que pour gérer cette transformation majeure qui est en cours, il faut s'adosser à un axe, et cet axe pour nous, c'est la marque. Pourquoi ? Parce que la marque, c'est ce qui va fédérer les discours, c'est ce qui va fédérer les actions d'une entreprise dans la durée et qui va permettre de la positionner. Alors, je vous propose, je dirais, de regarder les quelques slides de l'étude que nous avons réalisée. Je vous rassure tout de suite, il n'y en aura que 5. Donc, il y a 60... Hop, on va peut-être repasser à la charte précédente, s'il vous plaît. On a été très très vite, là. Oui, là, petite perte de contrôle sur le bouton pavlovien. Il est retourné à l'état sauvage. Alors, 68% des responsables marketing, communication, direction générale déclarent qu'il va y avoir des changements majeurs. Alors, on peut se dire qu'il y en a 32% qui ont intérêt à se préoccuper de la chose. De fait, en tout cas, il y a une réelle perception d'une mutation profonde de nos métiers qui existe chez tout un chacun. Et ça, c'est un élément important. Alors, cette mutation, elle est liée à plusieurs paramètres. Quand on écoute les interviewés, à la technologie, bien sûr, parce que, bon, on va en reparler, et vous connaissez ça parfaitement avec le e-marketing, aux nouvelles générations qui ont des comportements qui sont différents. C'est aussi lié à la notion de connaissance client. Puisque là encore, le numérique nous permet de récupérer et de mieux connaître le client et derrière de pouvoir donc mieux les cibler et mieux leur adresser un message plus cohérent et plus juste. Et puis, un autre point important souligné par les interviewés, c'est que aujourd'hui, il y a une pression très forte du court terme. Et là, on voit que la marque peut peut-être nous aider à essayer d'en sortir, et une pression réglementaire, elle aussi, très forte. Donc vous voyez un ensemble de paramètres qui amènent une révolution et qui rendent l'exercice de style pas simple aujourd'hui. Alors on va pouvoir passer à la charte suivante. La charte suivante pose la question, est-ce qu'il y a finalement une nouvelle génération de marketing ? Moi, vous voyez en bas, il y a les métiers traditionnels du marketing, la publicité, la gestion des moyens, marketing opérationnel et ainsi de suite. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est plutôt dans une mutation des fonctions existantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une révolution complète. Les points que vous voyez en haut, la marque, le marketing relationnel, le digital, la prospective, sont en fait ce qu'il faut faire pour réussir à faire muter la fonction. Donc, on part des métiers de base, et ces métiers, on va les faire muter en essayant de s'adosser à ces paramètres-là. Voilà ce que disent les interviewés. On n'est pas dans le grand soir avec un changement qui serait radical et définitif. On est vraiment à s'adosser sur des métiers existants, mais tous les métiers existants doivent muter. Alors, on peut passer à la charte suivante. Alors, on va parler de la marque. La marque,
Pour nous, au club, on estime, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Parce que c'est ça qui va permettre d'accompagner cette transformation. Alors, vous voyez ici les principaux items qui parlent de la marque. Moi, je vais essayer de prendre une analogie un peu plus simple pour parler de la marque, pour essayer de faire comprendre ce qu'on met derrière ce mot. La marque, pour moi, c'est comme une personne morale. C'est-à-dire, c'est une identité, d'abord, quelqu'un qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas une marque, si vous ne connaissez pas une entreprise, vous avez peu de chances de la choisir, on l'oublie souvent. Et beaucoup d'acteurs du net, aujourd'hui, font des communications grands médias à cet effet. Le deuxième point important, si on reprend l'analogie avec une personne, c'est que une marque, c'est quelqu'un qu'on a envie de rencontrer, c'est une empathie. C'est quelqu'un avec qui on a envie de partager. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la préférence de marque. Donc ça aussi, comment créer de la préférence à tous les niveaux et sur tous les points de contact aujourd'hui. Voilà un enjeu essentiel. La marque, et une personne, c'est aussi une valeur économique. La marque est un actif immatériel de l'entreprise, on n'en parle jamais assez. C'est un actif qui n'est pas forcément toujours facile à mesurer, mais qui représente aujourd'hui des sommes colossales pour certaines d'entre elles. Pardonnez-moi Bernard, justement sur cet aspect actif immatériel, il y a de récentes études qui montrent que la réputation de la marque, la valeur de la marque en tant qu'actif immatériel pourrait représenter jusqu'à 60% de sa valeur. Est-ce que vous partagez ce chiffre? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il fait sens? Alors, je me garderais bien de m'engager sur un chiffre pareil. Je pense que ça dépend beaucoup du secteur et de la nature de la marque. Comparer une marque comme Google ou comme Apple avec d'autres marques paraît délicat. Donc, il y a un potentiel et on voit bien qu'il y a des rachats d'entreprises où on ne rachète que la marque. Le franc symbolique et la marque. Donc, oui, il y a une vraie valeur. Elle est difficile à quantifier, elle dépend des secteurs, elle dépend de différentes logiques. Et alors, pour reprendre mon analogie, le plus important de tout, c'est qu'une personne, c'est un sens, c'est une dynamique, c'est une façon d'évoluer, c'est une façon de vivre. Et une marque aussi. Une marque est là pour relayer la stratégie de l'entreprise, elle est là pour créer une dynamique dans la durée, elle est là pour apporter une vision. Et c'est ça qui, in fine, fait qu'on a envie de la rencontrer. Donc, cette marque va fédérer dans la durée l'ensemble des codes formels. Elle va relier aussi tous les codes de fond, c'est-à-dire entre un discours émis et la façon dont il est vécu sur le terrain, il faut qu'il n'y ait pas de rupture. Et évidemment, elle va permettre de fédérer l'ensemble des moyens. Donc voilà à quoi sert une marque et il faut intégrer dans cet univers numérique qui est en train de naître le paramètre de la marque si à un moment donné on veut conserver un tout cohérent. Alors oui, la quatrième charte. Vous attendiez une transition. Il m'a piégé. Donc le digital impose des nouvelles règles du jeu qui sont difficiles à intégrer. Alors vous les connaissez en partie, mais c'est bien de les revoir et surtout d'avoir conscience que c'est pas un exercice simple. Aujourd'hui, bien sûr que aujourd'hui la révolution numérique amène la nécessité de faire plus de recommandations. Ça ne nous dit pas comment le faire. Et là encore, ça dépend des secteurs. Il y a un enjeu fort sur la personnalisation, sur l'individualisation. C'est vrai qu'à l'heure où on vit aujourd'hui, les gens attendent de leur marque d'avoir une relation qui soit la plus juste, la mieux adaptée à ce qu'ils sont. Et donc, c'est aux marques, là encore, d'essayer de répondre. Et ce n'est pas un exercice simple, là encore, en fonction des business models qui existent, mais c'est un enjeu incontournable. Il y a aussi le renforcement du pouvoir du consommateur. Alors ça, on en parle beaucoup, mais c'est une évidence aujourd'hui. À un moment donné, il y a un droit de réponse. L'enjeu, c'est de rendre ce droit de réponse constructif pour une marque, de manière à ce que, quelque part, on puisse avancer de concert. Et évidemment, il y a les nouvelles générations aussi, les générations X, génération Y, qui sont beaucoup plus volatiles. Encore un paramètre difficile à cerner. L'hypersegmentation des populations, des cibles,
Bon, il est clair qu'on va pouvoir beaucoup mieux cibler. Mais comment avoir un discours fort qui s'impose à tous, un discours qui a une résonance, tout en permettant de cibler au plus juste. Voilà encore un enjeu intéressant et difficile pour demain. Et puis, évidemment, il y a de la recherche d'expérience émotionnelle. Ça, c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à penser que parce qu'on cible juste, il suffit de parler d'une offre. Mais non, quelque part, ce qu'ils attendent aussi, c'est de l'émotion. C'est cette fameuse empathie dont je parlais de la marque. Et on voit bien que les choses fonctionnent ensemble. Et puis, le dernier point, c'est l'infidélité aux marques. Alors, l'infidélité aux marques nécessite justement, pour qu'elles jouent leur rôle, qu'elles soient présentes en permanence, présentes à l'esprit et séduisantes tous les jours un peu plus. Donc voilà un certain nombre d'enjeux majeurs et on n'a pas fini de répondre à toutes ces questions, mais ça me semble assez passionnant. Voilà. Merci Bernard. Juste avant de finir peut-être cette présentation, un petit tour rapide sur notre panel. Donc on voit bien que le digital véhicule de nouveaux enjeux. Et j'aimerais savoir, Stéphanie, on va commencer par vous, comment justement vous réagissez face à ces nouveaux enjeux et comment sur les différents items de la dernière slide, pour vous, quelle est la principale difficulté? Est-ce que c'est le zapping des marques, la recherche d'expérience émotionnelle? C'est comment vous gérez cette rupture, voire cette disruption du digital dans le marketing? Donc cette rupture passionnante, c'est vrai que je travaille dans un secteur, le tourisme, qui a été particulièrement impacté par le digital. Rappelons que l'e-tourisme représentait à peu près 0,5 milliards au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc aujourd'hui, beaucoup de réservations se font sur le net et je pense que ce n'est que le début. Une autre caractéristique du tourisme qui a été très impacté par le digital, c'est effectivement le pouvoir de recommandation aujourd'hui des clients. Je pense que tout le monde dans la salle est familier avec un site communautaire qui s'appelle TripAdvisor. Donc je rappelle juste 44 millions de visiteurs uniques dans le monde, 2 millions de visiteurs uniques en France par mois. Si aujourd'hui vous passez des vacances très réussies, vous avez un porte-voix pour le communiquer à des millions d'internautes. Si par contre vos vacances sont particulièrement ratées, là aussi il y a une grande chance que vous puissiez aller sur TripAdvisor, que vous puissiez le communiquer effectivement à d'autres internautes. Donc ça, je pense que ça remet le parcours client, ça remet la qualité, la qualité du produit que l'on doit délivrer, de l'expérience produit au cœur du métier des marketeurs. Donc je pense que c'est extrêmement exigeant pour nous, mais en même temps, je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour nos clients. Georges-Édouard Dias, cette exigence, vous la partagez, vous la gérez, J'aime bien d'abord cette notion de retour à la marque. Je trouvais intéressant parce que pendant des années, on avait la marque, mais on avait avant tout les produits, parce qu'on communiquait des produits. Et on oubliait la marque, effectivement, qui est pour moi redevenue, un peu grâce au digital, un être vivant, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'inerte, c'est quelque chose qui est vivant, donc qui peut être remis en question par les circonstances et donc aussi par ses consommateurs. Et c'est cette nouvelle approche du dialogue que moi je trouve extrêmement intéressante et qui fait que, puisqu'on va parler des évolutions du métier de marketing, qui fait que le marketing est passé de quelque chose qui était un peu écrit dans les livres, enfin qu'on apprenait sur les bancs, quelque part sur les bancs de l'école, à quelque chose qui se vit. Et moi je dis toujours, c'est une super chance. C'est plus compliqué, c'est sûr, parce qu'il faut faire face à des gens qui peuvent avoir des réactions, des consommateurs qui peuvent avoir des réactions qu'on n'attend pas toujours. Mais c'est tellement plus passionnant, c'est tellement plus fun en soi, de se dire, tiens, on est véritablement un acteur d'un dialogue, et cette marque, les choses ne sont pas écrites une fois pour toutes. Je peux vraiment, moi, en tant que chef de produit, en tant que chef de marque, faire évoluer les choses, donner une autre direction et de faire ça en dialogue, en interaction et d'être aussi cette notion qui était intéressante, cette notion de l'instant, la dictature de l'instant. On dit toujours qu'aujourd'hui le marketing devient quelque chose de real time, qu'on n'est plus dans la prévision à long terme, qu'on est obligé effectivement de vivre avec le temps, parce que c'est la règle du marketing aujourd'hui. Il faut faire face à toutes ces choses et à toutes ces réactions. Donc d'être là dans l'action-réaction, pour moi c'est un extraordinaire enrichissement, parce que si vous vous souvenez autrefois,
on faisait une campagne, on prévoyait, et puis on faisait ces films de pub, on s'exprimait en 30 secondes, en 20 secondes, ce qui d'ailleurs, pour exprimer vraiment la profondeur d'une marque, est un peu limité. C'est pour ça que le digital, qui a ouvert de nouveaux espaces d'expression, nous permet enfin de donner de la vie aux choses, de dire tout ce qu'on a été frustré de ne pas dire au sujet de nos marques pendant des années, espace d'expression, espace de dialogue. Donc autrefois, on prévoyait, on faisait une campagne, on faisait des post-tests, des pré-tests, on vérifiait que tout était OK, que ça allait marcher à coup sûr. Et puis on attendait le verdict, 3 mois après. Maintenant, c'est plus comme ça. Fort heureusement, on commence à faire des choses. D'ailleurs, on peut faire du bêta. Quelquefois, on dit toujours le marketing s'est transformé parce que on accepte de faire du bêta, c'est-à-dire de mettre des choses en place alors que c'est pas encore tout à fait fini, parce qu'on se dit on va améliorer sa campagne grâce aux gens qui la reçoivent, grâce aux marketeurs, grâce aux consommateurs. Et je crois que pour nous marketeurs, c'est effectivement quelque chose de très enrichissant. Et pour moi, c'est le vrai retour de la marque, parce qu'effectivement, c'est le retour de la vie de la marque. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme étude. Ludovic Bonnet, une réaction aussi sur la marque, sur l'hyper-personnalisation, sur l'atomisation, sur la dictature du client. Mon camarade a très bien parlé, il a dit plein de choses. Moi j'ai dormi 3 heures, donc je suis un petit peu... j'arrive. Non, mais moi ce que je trouve intéressant, c'est justement l'incarnation. On parlait d'incarnation, et je trouve que, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire qu'il n'y a rien qui est écrit dans le marbre, et qu'au quotidien, finalement, on co-construit en permanence cette marque. Alors nous, on a une idée de là où on veut la faire aller, et on va prendre une analogie, on a un peu un enfant qu'on veut faire grandir, mais ça reste un individu presque libre de ses mouvements aujourd'hui. Et c'est ça que ça a vraiment changé pour moi. C'est qu'avant, on était vraiment... alors pour nous, je vais faire un mauvais jeu de mots, on mettait vraiment les choses sur les rails. Aujourd'hui, on est plus dans... on essaie d'aller vers quelque chose, et puis sur la route, il va y avoir des tas de gens. Et c'est pour ça que je prends l'analogie d'enfant, parce que il va rencontrer des professeurs, des copains, des pères. On parle de pères aujourd'hui, et c'est ça qui va aussi faire grandir cette marque et surtout la faire évoluer. Et je trouve intéressant de parler d'incarnation et finalement de marque qui est vivante. Et pour moi, la différence, elle est vraiment là. Après, effectivement, il y a plein de choses qui sont en train de se passer sur la rapidité d'action, qui bouleversent beaucoup nos habitudes. Mais quand on regarde l'évolution d'Internet, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir pourquoi ce métier a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, on voyait Internet un peu comme un média. Donc les gens achetaient de l'Internet comme ils achetaient de la radio, de la télé, du papier. Et puis tout d'un coup, on s'est mis à vendre. Donc là, on s'est dit, c'est aussi un magasin. Donc on s'est mis à vendre comme dans les magasins. Et puis tout d'un coup, c'est aussi une télé. Alors c'est aussi... Et finalement, c'est aussi tout. Donc aujourd'hui, on a un peu de mal à le définir. Donc on invente des nouveaux trucs, du 2.0, du 3.0. Mais c'est juste, moi je pense, tous ces mots, ça prouve quelque part qu'on est un peu perdu quand même en même temps. Alors moi j'aime l'idée de dire que c'est ça qui est intéressant, parce que quand on fait du marketing, c'est pour que ce soit fun, et on est pile au bon moment. Je pense qu'il y a peut-être 50 ans, il y en a qui s'ennuyaient plus que nous. On a de la chance. Mais en même temps, on est sans doute un peu paumé aussi. Il faut l'avouer, et c'est pas grave. Parce que c'est ça qui est génial, c'est de défricher des terrains chaque matin, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, le désarroi semble être un peu le maître mot de l'étude que vous avez réalisée. Et merci pour cet enchaînement sur les métiers, parce qu'évidemment, tout ça, le marketing est un peu remis en question, et fatalement les métiers, l'organisation. Donc on va passer sur la dernière slide de l'étude, sur le top 10 des métiers qui vont émerger, et un fort développement des nouveaux métiers qui sont liés à l'arrivée du digital, Bernard. Alors, cette charte traduit le fait qu'effectivement notre petit univers se cherche. On voit qu'il y a des idées de métiers, de fonctions qui naissent. Alors, ambassadeur, influenceur, base management, il y en a toute une série. Je pense qu'en fonction de la nature des entreprises, ces fonctions seront différentes. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir besoin de fonctions qui soient pointues et qui permettent, je dirais, de comprendre et de suivre les évolutions de cette communication sur le web. Et moi, je reviendrai à un paradoxe important, ce qui est justement ce retour à la marque. C'est-à-dire, c'est bien parce que on a besoin à la fois aujourd'hui de fonctions pointues, mais on a aussi besoin d'une unité de discours. On a besoin de rendre l'ensemble cohérent. Plus il y a de fonctions diverses, plus il y a de métiers divers, plus il y a de canaux, plus quelque part, il faut qu'on puisse les relier en un tout. Je crois que j'ai emprunté cette phrase à Léonard de Vinci, qu'il empruntait à Steve Jobs, ou non, c'est l'inverse.
Steve Jobs qui l'empruntait à Léonard de Vinci. Il n'y a pas plus grande sophistication que la simplicité. Et une marque, c'est bien ça, elle est faite pour redonner une unité à l'ensemble. Merci beaucoup. Une transition absolument rêvée pour la présentation suivante de Vincent Montet. Vous allez nous présenter une étude qui est menée en partenariat avec Lamlight. Pardon ? Oui, absolument. Je vous donne le Pavlov. Merci beaucoup. Donc, qui a été réalisé, alors je crois auprès de vos anciens étudiants de MBA, un MBA dédié à Internet, marketing et au commerce, qui a été créé en 1998, vous m'arrêtez quand j'ai des bêtises. Donc un questionnaire qui a été mis au point par vous-même ainsi que de nombreux acteurs de l'Internet et anciens étudiants, c'est cela ? Oui, alors bonjour, merci. C'est une étude réalisée par Lamlight Consulting et puis avec l'agence Grenade & Sparks, c'est également des anciens. 1998, on lançait le premier MBA spécialisé dans ce domaine. Les gens nous prenaient un peu pour des charlots de l'e-marketing. C'était l'expression à l'époque. Alors, cette enquête, elle a été réalisée, elle est toute fraîche et je suis très heureux de pouvoir retransmettre en exclusivité les premiers résultats ce matin, puisqu'elle a été faite début janvier. C'est 278 répondants, donc 73% de la population des anciens, à la fois des étudiants du full-time et du part-time, puisqu'il y a 2 MBA pour les gens qui sont en activité. Et on a réuni une trentaine de personnalités pour construire les différentes problématiques du questionnaire. Est-ce que c'est que des jeunes diplômés de moins de 25 ans ? Non, c'est une population, vous le voyez, qui à 60% à moins de 35 ans, mais on trouve quand même des plus de 35 ans, voire des plus de 45 ans dans la notion d'e-marketeur. Et autant en 98, j'avais 87% d'hommes dans la promotion, autant depuis, l'équilibre entre les hommes et les femmes se sont faits. Et l'idée reçue qu'Internet, c'est de l'informatique a mis du temps, hein, mais ça y est, on voit les deux genres arriver. Alors, on va parler des anciens. Je ne peux pas m'empêcher de vous présenter la promo actuelle. Elle circule dans le salon. Je crois qu'il y en a dans la salle. Ils vont se lever, comme ça on va en profiter. Et ils ont tous un t-shirt et vous pouvez flasher leur t-shirt. Et sur leur t-shirt, il y a tout leur CV puisqu'ils partent en stage mi-avril. Voilà, donc on peut les saluer. Merci à vous et merci à ce petit flash mob. Alors, où est-ce qu'ils travaillent aujourd'hui, les marketeurs ? Une très bonne répartition. À la fois en agence, chez l'annonceur, ce qu'on appelle les pure players Internet, qu'on a distingué des prestataires, e-commerce, e-marketing. Donc on a les 4 grands acteurs homogènes, bien représentés. Et quand on va regarder de plus près la population en agence, pour comprendre cette transformation, est-ce qu'elle se retrouve dans les agences globales, dans les agences médias ? Elle est encore en grande majorité dans les agences digitales. Donc il y a une concentration des savoir-faire, même si la population des agences globales est en train d'augmenter très rapidement à travers des fusions, des acquisitions et des transformations. Chez l'annonceur, le secteur d'activité, en prépondérance évidemment des télécoms, d'Internet, des nouvelles technologies, mais une montée en puissance de la culture, des médias, de la communication et du commerce et de la distribution qui, à eux trois, vont représenter près de 50% de la population. Et on voit encore des secteurs, banque, assurance, tourisme, cosmétique, qui développent des compétences d'e-marketing, mais on ne les trouve pas encore en majorité, c'est normal, on a 98, on a cet historique dans cette population. Alors quel est leur parcours et leur fonction ? On a eu 235 métiers différents. Donc c'est la nomenclature des métiers du e-marketing, c'est à s'arracher les cheveux, puisqu'un community manager chez l'annonceur en agence, c'est pas la même chose. Mais on voit bien qu'on a d'abord le chef de projet digital, communication, qui ensuite, au fil des ans, va basculer consultant, manager e-commerce, responsable e-commerce, directeur marketing, tous les métiers liés autour du trafic, et notamment du traffic management, qui apparaissent régulièrement, et puis quelques DG, puisque dans les anciens, on a des belles progressions.
les notions d'e-commerce présentes également et d'e-marketing. On n'a pas le temps de tout traiter puisque je la présenterai en conférence de presse à 11h, mais on se rend compte par exemple qu'on a plus de 15% d'entrepreneurs qui à la sortie du MBA montent leur entreprise. Et donc ça, quand on compare à d'autres chiffres de l'industrie française, c'est plutôt une surreprésentation de l'entrepreneuriat. Alors, ça c'était leur profil. Quel regard portent-ils sur leur métier ? Pour exercer le métier, aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut évidemment une maîtrise technique, ce qu'on appelle le vernis technologique. J'ai besoin de comprendre un minimum de HTML, HTML5, du SEO. Il va falloir que je gère une polyvalence et que je puisse dialoguer avec des techniciens, des développeurs. Ça, c'est une vraie nécessité. On ne peut pas être e-marketeur sans avoir ce vernis plus ou moins développé en fonction de son profil. Du coup, il faut être en veille permanente, parce que même quand on sort du MBA, vous l'avez dit en introduction, tous les 6 mois, tous les 12 mois, il y a des changements importants. Là, en ce moment, il faut se mettre au mobile, et on le verra tout à l'heure. Donc, développer la veille, développer un esprit de curiosité dans ce métier, encore plus peut-être qu'en effet, les marketeurs d'il y a 50 ans. La créativité. On est dans un métier de ROI et d'outils et on se rend compte que la différenciation elle va se faire sur cette créativité qui est rarement enseignée dans les MBA, les 3e cycles. On n'ose plus dire aux gens, attendez, vous allez apprendre à être créatif. Ah ben non, j'ai été ingénieur toute ma vie, je ne serai pas créatif. Si, vous pouvez. Et on insiste là-dessus. Une vision marketing, donc ça c'est en cohérence avec l'étude du Club des annonceurs, c'est-à-dire revenir à la plateforme de marque, à son ADN, au marketing dit classique, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus intégrés. Et peut-être ce qui va marquer plus fortement les marketeurs, c'est l'aspect évangélisation et empathie. Il y a encore 96 000 annonceurs qui ne sont pas sur Internet, donc il y a encore du travail, d'explication, de pédagogie. Cette pédagogie, elle est nécessaire parce qu'ils doivent comprendre à la fois des clients qui désirent adapter leurs problématiques au web, et puis ils ont des audiences néophytes et experts. Ils doivent passer de tu as vu, mon QS est pourri dans Ads et je suis plus diffusé, à cher monsieur, il faut optimiser votre site web pour qu'on soit présent sur cette première tête de gondole qu'est la première page de Google. Donc ils doivent faire ce grand écart constant entre ces deux aspects. Plus concrètement, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyens digitaux, alors on a tout le panel. Les plus fortes croissances, c'est que l'e-marketing relationnel, le CRM et l'emailing dépassent le search. Ça, c'était une nouveauté. Et qu'il y a 2 leviers, évidemment, le social media et le mobile, qui sont en très grande croissance dans l'utilisation qu'ils font tous les jours. Comment vivent-ils le digital dans l'entreprise? Et c'est mes 2 derniers slides. Là, on a la chance d'avoir pu comparer avec le baromètre Limelight sur 1300 annonceurs au mois de juin, la fameuse question, dans l'ensemble du dispositif, dans votre entreprise, diriez-vous que le digital est central ou un canal de plus? Les marketeurs disent non, c'est central, l'entreprise aussi. Donc ça, c'est le discours. Maintenant, on va regarder la réalité du terrain. Concrètement, dans votre organisation, pour votre marque ou votre entreprise, les compétences digitales sont réparties dans tous les services ou concentrées autour de quelques personnes ou d'une petite équipe dédiée. Et là, comme les annonceurs, tout le monde vit cette concentration. Donc il y a encore des silos. Il y a les e-marketeurs et puis il y a les autres. Je connais des grandes entreprises où quand on propose à quelqu'un d'aller sur le digital, il répond mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais mauvais, j'ai des problèmes avec mes chiffres. Alors je caricature, mais ça arrive régulièrement. Du coup, quand on leur demande la place qu'ils voient à l'avenir, ils disent oui, il faut qu'on s'intègre au mix e-marketing. Il ne faut pas qu'on reste des spécialistes du online. Et pourtant, ils le sont. Quant à demain, dans les 10 prochaines années, quelles sont les tendances? On retrouve le fameux Solomo, avec d'un côté l'intégration à l'ensemble des médias, le multi-device de la télé, améliorer la coopération entre les points de vente physiques, les centres d'appel, les sites internet, toujours la formation et la monétisation, l'explication du ROI, le social qui apparaît avec ce fameux anticiper la disparition de Facebook. Donc ça, c'est des e-marketeurs qui se projettent à 5 ans.
Et puis de l'autre côté, le mobile et le local qui prend énormément d'importance. Voilà, et en guise d'épilogue, ce soir il y a les awards du marketing, donc on a demandé à l'ensemble des 273 personnes qui, selon vous, quelle est la marque qui a mieux tiré parti de l'e-marketing depuis 2005 ? C'était une question ouverte. On a eu 197 marques, citations, 59 marques différentes citées. Et incroyable, la première marque est celle qui ne fait pas d'e-marketing. Hein, c'est vente privée. Alors elle ne fait pas d'e-marketing pour elle. Maintenant, elle a une structure dédiée aux annonceurs, les DCF, où on a quelques anciens. Voyage SNCF, présent. On voit que la Redoute, alors la Redoute, on ne sait pas s'il y a un biais, c'était pendant la période du naturisme en fond d'écran. Donc on ne sait pas si c'est ça qui a créé ce buzz-là. On retrouve les e-commerçants, hein, de Pixmania, Cdiscount, Amazon, Sarenza et Mythique qu'on peut intégrer. Free également et Orange, mais des sociétés comme Criteo ou Renault sont également citées. Et puis Oasis sans doute pour sa grande communication sur les réseaux sociaux et Facebook. Voilà, rapidement dressé, il y a 43 questions. Vous retrouverez tout sur blogmci.com, le blog de la formation. Et merci encore de cette opportunité. Et merci aux étudiants, surtout qui ont répondu à cette enquête. Merci beaucoup, M. Montet, pour cette étude passionnante et bravo pour l'advertising un peu subliminal, enfin un peu... absolument pas subliminal. Deux petites questions sur cette étude. Donc on sait aujourd'hui quand même que il y a énormément de compétences qui sont un peu mal définies, au contour flou, mais on sait aussi qu'il y a une certaine tension sur ces métiers. Donc est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans une logique un peu de mercenariat dans ces métiers? Alors, on a posé la question du turnover, du nombre d'entreprises depuis la sortie. On a été très surpris. On s'attendait à un 4-5 en moyenne après 4-5 ans de parcours. On est plutôt à 2 entreprises tous les 3 ans. Donc, une fidélité surprenante parce que, alors, après, il faudrait regarder le parcours individuel et l'écart type. On a quelques mercenaires. Oui, on en a quelques-uns, mais on se rend compte que d'une part, souvent ils rentrent à la création d'un service ou d'une aventure d'entreprise, et du coup ils restent et ils progressent. C'est comme ça qu'ils passent de chef de projet à directeur beaucoup plus vite que dans l'industrie traditionnelle, et du coup il y a une fidélisation. Il faudrait, on va évidemment faire dans les tri croisés, regarder par secteur, par type d'entreprise. Sans doute que les prestataires e-commerce voient un turnover plus fort que l'annonceur ou les agences, bien qu'en agence il y ait une bataille du recrutement et de la compétence. Mais on ne peut pas dire en tout cas que ce soit une génération pas attachée à l'aventure en entreprise. D'accord. Et est-ce qu'il y a une fonction parmi toutes celles que vous avez citées, et là, effectivement, la nomenclature, elle reste encore à définir, mais est-ce qu'il y a une fonction qui émerge, qui est plus demandée que les autres, qui est plus pratiquée ? Il y a l'éternel chef de projet, qui va être soit très marketing, soit dans la gestion du projet multimédia. Le community manager, depuis 3 ans, est là, on ne sait plus que faire. Tellement on a de demandes avec du non-sens en définition de fonction, salaire et évolution. Donc le soufflet retombe un peu. Je pense que cette année, ils vont plus se jeter sur ces offres de community manager. Et puis on a vu le retour, après 6 mois et 1 an de stage, de la réalité, de la difficulté de ce métier quand il est pas intégré dans l'ensemble de l'entreprise. Et puis l'autre tendance, c'est d'être... en ce moment, se spécialiser sur des leviers forts. Vous allez avoir les spécialistes de l'emailing, du SEO ou du social media, qui a pris une forte progression. Et de ce que on ressent pour les stages de cette année, ça va être le mobile, qui prend énormément d'importance. Quelle surprise. Un dernier point, est-ce qu'il y a une ventilation géographique spécifique? Sur Internet, c'est un métier qu'on pratique de... C'est la France jacobine, 83% en Île-de-France. Donc... Voilà. Mais attendez, donc l'e-commerce, l'e-marketing, c'est en Île-de-France. En revanche, 47% travaillent à une dimension internationale, soit européenne, soit internationale. Ça veut dire que les acteurs de l'e-marketing français ne se cantonnent pas à l'Hexagone, sont bien au moins européens, si ce n'est international, et qu'on ne va pas forcément avoir de mobilité
à l'international, mais qu'on peut tout à fait, vous allez voir le plateau de Pixmania, hein, c'est 17 nationalités en plateau avec des petits drapeaux et qui s'occupent de tous les marchés. Donc ça, on était surpris de cette concentration géographique et à la fois d'un sur deux, quasiment, qui travaille à l'international. D'accord. Alors bon, je pense que ça n'a échappé à personne entre la déclaration d'intention sur l'intégration du digital dans l'entreprise. On y va tous, superbe, c'est magique. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Rien. Je caricature un peu, mais globalement, c'est un peu ce qui semble être. Donc là, j'aimerais avoir. Alors, je fais juste un petit aparté. Si vous voulez poser des questions, ça va pas être possible, mais vous pouvez me poser des questions par Twitter que je répercuterai à notre panel. Voilà, comment gagner des followers rapidement. Bon. Donc cette intégration du digital dans l'entreprise, elle passe par des nouveaux métiers, ce que l'on a vu là. Donc, j'aimerais savoir concrètement comment aujourd'hui, vous, dans les grandes entreprises dans lesquelles vous êtes, vous gérez ces nouveaux métiers. Comment vous réorganisez finalement vos entreprises ou pas à l'aune de ces nouveaux métiers et de cette révolution digitale. Stéphanie, j'ai l'honneur. Si on prend, enfin moi, dans ma carrière, j'ai connu, je dirais, différentes entreprises, différents secteurs. Donc j'ai travaillé chez un pure player où on retrouvait exactement ce que vous disiez, où effectivement, donc j'ai travaillé chez Mythique. Donc effectivement, donc la connaissance du digital, elle est absolument partout dans l'entreprise. Je dirais que c'est une donnée d'entrée. C'était voulu par Marc Simoncini, hein, qui d'ailleurs a depuis créé une école avec Xavier Niel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc je travaille chez un acteur que les pure players qualifient de brick and mortar. Donc, mais ce que je disais par rapport au tourisme, c'est qu'avec l'émergence, bien entendu, d'Internet comme un canal, tous les acteurs du tourisme, et Pierre et Vacances, évidemment, n'y fait pas exception, nous avons créé des directions de l'e-commerce. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez, Vincent, c'est que, en fait, tout le monde en interne a plutôt envie d'y rentrer. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on voit effectivement notre avenir, je pense dans le tourisme, avec l'importance aujourd'hui que le digital peut y revêtir, justement ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un certain nombre de personnes, on essaie d'encourager des mobilités internes, notamment avec par exemple des gens qui travaillent au marketing, qui sont effectivement responsables de marque et qui ont envie à un moment donné aussi d'aller effectivement dans une direction e-commerce pour aller apprendre de nouveaux métiers. Je pense que ce qui est important effectivement, c'est cette envie d'apprendre, cet esprit pionnier, et puis d'avoir des bonnes bases marketing. Ensuite, c'est vrai que les métiers évoluent tellement rapidement que c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il faut faire des paris sur des gens et puis les aider à se former et puis y aller, quoi. Je crois qu'à un moment donné, c'est aussi toute la dynamique que le digital peut nous apporter. Georges-Édouard Dias, alors vous aussi, vous êtes responsable de la digitalisation en fait de L'Oréal. J'ai lu ça quelque part. Donc même question, comment cette digitalisation de L'Oréal se passe concrètement vu de votre fenêtre dans l'organisation? Quels sont les bouleversements? Quelles sont les grandes évolutions? Alors pour nous, il est clair que le digital est central. D'ailleurs, il est central dans le marketing, mais il est aussi central dans la distribution. C'est pour ça que, y compris dans la notion de distribution, je vois pas le digital comme un canal à part. Alors, moi, ça m'inquiète de voir qu'il y a quand même 30% d'entreprises qui pensent que le digital, c'est un canal de plus, parce que ce qui m'intéresse, y compris, et je vais prendre exprès, non pas le cas marketing, mais je vais le prendre le cas de la distribution, ce que je cherche dans le canal de vente digital, c'est aussi la manière dont ça s'intègre dans mon réseau de distribution. C'est-à-dire que, grosso modo, je ne vois pas pourquoi je n'aurai pas la même qualité d'expérience dans le point de vente que je l'ai sur le digital. C'est pour ça qu'une de nos démarches est de dire comment je vais digitaliser ma distribution existante. On parlait des QR codes, du flashage de code. C'est par exemple une manière de ramener de l'information, de ramener du service, de ramener de la qualité dans le point de vente. Et de l'autre côté, je dirais que dans le domaine du digital, j'ai envie de retrouver de la proximité. Et c'est pour ça qu'on va mettre des click to call pour qu'on puisse parler à des gens, etc. Donc on voit qu'on est là dans la digitalisation et que c'est ça qui est essentiel. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve ça aussi dans nos fonctions. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre objectif très clairement n'est pas de dire nous allons avoir une caste digitale, alors des vendeurs digitaux et des marketeurs digitaux. L'objectif, c'est de digitaliser parce que 5 ans d'ici, je ne vois pas comment un marketeur pourra ne pas être digital. Donc l'inverse, la position qui est essentielle pour demain, c'est la compréhension et la connaissance du digital.
Alors, je reviens aussi sur la question du turnover qui était intéressante tout à l'heure, qui est de dire pourquoi y a-t-il beaucoup de turnover dans le digital? C'est aussi parce qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, à des plans de carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je rentre comme digital spécialiste au départ dans l'entreprise, parce que l'entreprise n'est pas encore totalement digitale, il faut qu'on me dise c'est quoi mon parcours par la suite. Et nous, on a commencé à réfléchir, on se dit, on voit très bien que le digital, c'est d'abord la transformation du marketing. Donc, si demain, je pense que la fonction de CMO, de Chief Marketing Officer, est une fonction qui va se généraliser dans nos pays, dans nos marques, eh bien, le candidat naturel pour être un Chief Marketing Officer, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le digital parce qu'il maîtrise cette intégration. Donc, on commence à inventer des parcours de carrière. Et je dirais, dans cet esprit de digitalisation, pour dire que c'est pas des mots, l'idée est de dire comment je fais pour digitaliser une entreprise. J'amène un certain nombre d'experts, parce que les experts, on l'a vu, une des missions des experts, c'est l'évangélisation. Donc, ils vont éduquer, ils vont évangéliser. Et puis, on va, bien sûr, utiliser tous nos moyens de formation de façon à éduquer nos marketeurs, nos vendeurs, et pourquoi pas nos financiers et nos chercheurs, aux atouts du digital, de façon à élever ce qu'on nous appelle le digital IQ, qui est effectivement leur capacité de comprendre le digital et la manière dont ça fait aller plus loin l'entreprise. Donc c'est un travail d'intégrer des gens qui sont des experts, mais finalement pour éduquer l'ensemble d'une équipe et l'ensemble d'un groupe. Et bien sûr, ça veut dire aussi des programmes de formation. C'est pour ça que nous, effectivement, on a lancé un programme de formation mondiale qui a un but très simple, c'est d'intégrer totalement le digital dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Vous voyez, j'ai dit marketing, vente, priorité, mais je dirais que demain, je suis sûr que la finance a des choses à apprendre du monde digital. Merci beaucoup. Bernard Garcia, vous voulez réagir ? Non, simplement pour dire qu'effectivement, il y a aussi des gens qui sont déjà dans l'entreprise et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le vrai sujet, c'est de les faire évoluer. Et je crois que chacun doit se poser la question aujourd'hui, puisque le digital est partout, de savoir quelle est la part de digital dans son propre poste et la façon dont il doit faire muter ce poste. Donc de façon extrêmement simple et pragmatique au quotidien. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes. Cherchez cette part-là et voyez une vision globale du sujet. Voilà. D'accord. M. Bonnet, cette vision globale, IDTGV, vous l'avez ? Nous, on l'a par naissance, puisqu'on est né digital, donc c'est plus simple. Voilà. Par contre, moi, il y a juste quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que effectivement, même si on l'a par essence, on se rend compte que c'est pas finalement si simple pour des fonctions transverses, genre les RH, la finance, etc. Qui, même jeunes, parce que nous, la moyenne d'âge, c'est 32 ans, donc on est quand même une entreprise, on pourrait imaginer totalement génération Y, je dois être le plus ancien de l'entreprise en termes d'âge, et malgré ça, c'est pas si facile, parce que peut-être que justement dans certaines écoles, on leur a dit quand on fait des RH c'est comme ça, quand on fait de la finance c'est comme ça, et qu'on n'a pas encore intégré toutes ces parties digitales. Et puis il y a surtout un bout qu'on n'a pas, là on parle de formation de digital, c'est la volonté du sommet. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent il faut faire du digital. Donc ils mettent des bouts, un peu des strates, comme du millefeuille. Alors un chef de projet par là, un community manager par là. Et puis quand on commence à gratter, à creuser, on se rend compte que c'est juste parce que tout en haut, ils n'en sont pas du tout persuadés. Et donc finalement, on a mis peut-être des choses un peu pour faire mode. On a mis des petits bouts pour dire on le fait aussi, parce que le concurrent le fait. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté et une partie sans doute du boulot du e-marketeur aujourd'hui, c'est de l'évangélisation, mais aussi jusqu'en haut. C'est-à-dire aller apprendre à son patron et au président qu'est-ce que c'est que le marketing digital, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va apporter, les changements que ça va le porter à lui dans sa tête aussi, parce qu'on oublie très fortement qu'aujourd'hui, quand on met par exemple un community manager dans une entreprise, alors nous, IDTGV, on est un petit bout des SNCF, mais quelque part, du coup, selon ce qu'on dit, on parle un peu au nom de la grande maison, ça change tout. Parce que c'est des entreprises qui ont l'habitude, quand il se passe quelque chose, d'avoir une communication de crise, d'avoir un dossier de presse corporate, d'avoir des décisions prises avec un chaînage très long. Et tout d'un coup, on dit c'est peut-être ce petit gars ou cette petite jeune fille de 30 ans qui va répondre et qui va parler sur les réseaux sociaux et qui va avoir une discussion sur
le pet qu'on a eu là, quelque part, et qui en plus est important. Et là, quand même, c'est un vrai changement de mentalité. Non, mais ça vous fait sourire, mais c'est tout d'un coup, au plus haut niveau, en train de se dire, je lâche mon pouvoir quelque part, hein, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui quand même quelque chose qui fait partie de notre travail. On a un bâton de pèlerin à prendre là, et puis aller expliquer aux gens, c'est pas dangereux, ça fait pas mal, et ça va bien se passer. Et c'est même, alors nous on essaie même d'aller plus loin maintenant. On a un community manager et puis on est en train d'essayer de former tous les cadres au community management, en se disant ça va peut-être rassurer du coup un peu tout le monde, en disant on est tous community managers, voilà, le directeur financier est community manager, le DRH aussi, et puis chacun notre tour on va aller un peu parler. Voilà, mais c'est compliqué parce que c'est aussi, je pense, ça fait partie du rôle qu'on a et c'est un rôle qui est pas neutre parce qu'il prend beaucoup de temps. Ça veut dire je crois que ce point de l'impulsion du haut, c'est effectivement très important. Je voulais juste le reprendre. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. Nous, on a aussi intégré un programme de formation des comités de direction. On a pratiqué aussi quelque chose qu'on trouve qui fonctionne bien, qui est du reverse mentoring, c'est-à-dire qu'on a associé à chacun de nos dirigeants un jeune de la génération X, Y, un expert effectivement qui est là et qui justement leur fait prendre conscience de la valeur qu'il y a dans le digital. C'est parce que c'est pas que je dirais que qu'il n'y avait pas de conviction que le digital était un outil de transformation d'entreprise, c'est qu'ils avaient du mal à percevoir quelle était la valeur qu'ils pouvaient en retirer. Et donc le fait de pouvoir commencer à comprendre, commencer à utiliser, de le faire de manière très proche avec quelqu'un qui connaît, ça a en plus amené ce dialogue transgénérationnel, étant donné que c'est ces consommateurs auxquels on s'adresse au travers du digital, donc c'était extrêmement salutaire dans la transformation, et je suis tout à fait solidaire sur cette idée qu'il faut aussi effectivement digitaliser le sommet de l'entreprise. C'est-à-dire que le premier sponsor, c'est donc la direction. Là, vous évoquiez un peu en creux la Gen Y. Donc pour vous, dans l'entreprise, c'est une réalité, c'est un mythe, c'est quoi? Alors là, ça n'engage que moi. Moi, je pense que c'est un mot de marketeur. C'est-à-dire que les Grecs parlaient des anciens et des modernes. Et je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui finalement intègrent la nouveauté, quelle qu'elle soit, l'outil, et puis il y a des gens qui ne sont pas câblés comme ça, c'est le cas de le dire, et qui ne vont pas l'intégrer, ou qui vont le rejeter par principe, ou qui ne vont pas vouloir avancer. Donc effectivement, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui, on a tous des enfants autour de nous qui à 3-4 ans commencent à jouer avec l'iPad, et évidemment que quand ils auront 20 ans, ils seront plus à l'aise que nous-mêmes ou nos parents. Mais après, c'est juste une perméabilité ou pas. Et je pense que la génération Y, c'est aussi du marketing de RH un peu peut-être. Et moi, quand on me pose la question, je réponds toujours que je ne suis pas un digital native. C'est vrai que j'ai commencé le digital chez L'Oréal, mais j'avais fait beaucoup de marketing avant. Et je suis tout à fait d'accord, c'est une question de capacité à intégrer. Et c'est vrai qu'en regardant soit des jeunes enfants, soit des jeunes adultes, par exemple en regardant leur pratique du social et la manière dont ils communiquent, on a forcément énormément de choses qui font qu'on se pose des questions par rapport à la manière dont on voyait nos métiers avant. Et donc c'est un grand élément de transformation. Je vais aller dans ce sens. Au tout début de la formation, on n'avait que des jeunes diplômés. Aujourd'hui, ça va de 22 à 57 ans. Ça représente quasiment 50% des promotions des gens qui ont plus de 5 à 10 ans d'expérience. Et c'est pas les moins de 25 ans qui sont le plus vifs à comprendre les modèles économiques et les leviers e-marketing. Je me retrouve en amphi de 250, 22 ans. Ils savent toujours pas que sur Google, il y a de la pub et du référencement naturel. Et pourtant, c'est des digital natives. Donc, il faut casser cette idée du moins de 25 ans. Bien au contraire, c'est un état d'esprit, c'est une curiosité. Après, il y a le vernis technologique, voilà, qui est peut-être un peu plus complexe en fonction de sa génération. Mais allez, quelques heures de plus et on rattrape vite le digital native. Je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit, et en plus je pense que si on pense client, on sait exactement qu'en face de nous, on peut avoir des gens qui ont 75 ans et qui sont parfaitement à l'aise avec un iPad. Donc je pense c'est beaucoup plus une question de curiosité et d'avoir envie, d'avoir envie d'être dans le monde digital. Mais je pense qu'après il faut pas forcément faire une question de génération, c'est plus une question d'attitude personnelle. Donc je rejoins complètement ce qui a été dit.
Merci beaucoup. C'était un petit clin d'œil sur cette génération. Aujourd'hui, donc, on le voit bien, le digital commence à gagner un peu toutes les strates de l'entreprise. Mais alors une question, je pense, que tout le monde se pose, c'est-à-dire, est-ce que finalement cette intégration du digital vers le marketing, on va dire, un peu plus classique est en bonne voie? Est-ce que ça doit se faire comme ça? Ou est-ce que ça va, d'après vous, alors c'est une vision peut-être un tout petit peu prospective que je vous demande, mais est-ce que ça va rester encore un terrain d'évangélisation tant dans l'entreprise que hors l'entreprise? Ou est-ce qu'au contraire, ça va rentrer normalement, je dirais, dans le mix média classique? Stéphanie, je pense que vous avez un point de vue dans le mix marketing et médias. Je pense que, enfin, on en a discuté tout à l'heure, je pense que si on prend le rôle du CMO, dont Georges parlait tout à l'heure, je pense que de devoir avoir une vision stratégique de la marque et je dirais, de délivrer du business, en tout cas de générer de la croissance, je pense que ce rôle-là n'a pas changé. Et les fondamentaux du marketing n'ont pas changé. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le contexte a changé, le contexte économique a changé. Je pense que la crise, effectivement, change les comportements consommateurs. Et je pense aussi, surtout, que la pléiade d'outils qui est à notre disposition en tant que marketeur s'est considérablement développée. Donc, je pense que c'est une chance formidable pour les marketeurs que nous sommes aujourd'hui. Effectivement, on est des chefs d'orchestre et on a énormément de musiciens avec qui on peut créer, je pense, de très belles stratégies. Moi, je crois qu'effectivement, on est en très bonne voie. Je dis, en ayant regardé d'ailleurs quelque part les e-marketing awards, je me suis aperçu quand même j'ai eu la confirmation qu'il y avait énormément de choses qui se passaient parmi nos entreprises et parmi aussi des jeunes pousses qui développaient un certain nombre de choses. Donc je crois que le moteur de la transformation du marketing est fortement en marche. Et c'est vrai que les objectifs fondamentaux restent les mêmes. C'est-à-dire qu'objectivement, c'est de servir nos consommateurs et de générer de la croissance pour nos marques et pour nos entreprises. Simplement, on le fait d'une manière, je dirais, qui est beaucoup plus en synergie avec notre environnement, qui est beaucoup moins déconnecté. On se sent beaucoup plus partie prenante de la société dans laquelle on vit. On n'est pas une entité qui pousse des choses vis-à-vis des consommateurs. Et cet enrichissement, il est là. C'est que la marque devient un être social, ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous ramène à cette chose-là, mais qui est un être qui est partie intégrante de la société. Et pour moi, ça change complètement la vision du marketing. Je suis pas en train de faire quelque chose qui est plaqué, qui est en dehors de la vie. Au contraire, la marque devient intégrée dans la vie et devient quelque part un enjeu fondamental pour chacun des individus. On sait combien l'individu a besoin de s'identifier à des marques. Donc c'est pour ça que j'étais très sensible à cette notion de retour de marque. Justement, ce retour de marque, aujourd'hui, il y a une exigence qui est accrue de la part des consommateurs, des internautes. On parle beaucoup aujourd'hui des valeurs de transparence, de responsabilité sociale et environnementale, les multiples réglementations auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Donc ça, justement, dans la gestion alors de la personnalité de la marque, est-ce qu'on est, d'après vous, arrivé à ce point où l'entreprise est effectivement transparente et l'entreprise communique, je vais dire, de manière un peu éthique, sociale, responsable? Et est-ce que ça, c'est aujourd'hui un prérequis pour les entreprises, pour la gestion de la marque? Et deux, est-ce que c'est une pratique qui devra être améliorée ou qui est en bonne voie? Et est-ce que c'est un prérequis si on veut affronter les éventuels ires des consommateurs sur Internet? Qui veut répondre à cette superbe question? Je pense que le mythe de la transparence totale n'existe pas forcément, mais que pour autant, la réalité et la capacité qu'ont les consommateurs à répondre et à faire connaître leur avis est un paramètre que nul ne peut ignorer aujourd'hui. Voilà, donc bien sûr qu'il faut tendre à une notion de transparence, il faut tendre à... Enfin, on le disait tout à l'heure, on ne peut plus avoir un décalage entre le discours et le vécu des gens. Ou en tout cas, il faut que l'écart soit le plus réduit possible. Voilà, et ça, c'est l'enjeu pour demain. Mais au-delà de la transparence, en plus, il y a deux mots que vous avez donnés qui sont intéressants, c'est les valeurs. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à maintenant, on faisait du marketing en faisant, voilà, on a tous fait, comme on disait dans les livres, territoire de marque avec des valeurs composées. Le fameux ADN de la marque. Là, ouais, tout à coup, il faut. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est pas juste
bien-être, je ne sais quoi. Puisqu'on parle d'incarnation de la marque, maintenant elle est vivante, on s'adresse au consommateur, on lui envoie un message par 1000 canaux et en direct en plus, et puis lui-même parle avec cette marque. C'est finalement comme un ami, oui, ça ressort très bien dans l'étude, c'est comment je définis mon ami. Finalement, je l'aime bien parce qu'il est sympa, gentil, généreux, puis peut-être un peu des fois pénible, mais n'empêche que ça fait partie de son caractère. Et je pense que les marques aujourd'hui, c'est ces valeurs-là qu'il faut qu'elles arrivent à faire passer. Au-delà même de la transparence, alors ça se fait effectivement par la transparence. L'humilité, c'est une valeur très forte qui est demandée par le consommateur. Quant à community manager, on a tous ces cas d'école où il vaut mieux dire la vérité que s'enferrer dans un mensonge qui va mener à une catastrophe économique pour l'entreprise. Mais donc je pense que c'est au-delà de la transparence, c'est vraiment les valeurs. Comment on les fait passer, comment on les incarne. Alors par tous ces canaux dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui vont faire que la marque, elle devient quelqu'un. Et là, effectivement, c'est mon ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais la transparence n'est qu'une partie, parce que moi, je suis assez d'accord que la transparence totale, on n'y est pas encore, et puis on n'y sera jamais, parce que voilà, une entreprise, elle a toujours, on le sait tous, si vous nous demandez certains chiffres, on ne vous les donnera pas. Mais pour dire, je crois qu'il y a un mot qui est très fort, qui est l'humilité, la posture d'écoute. La grande transformation, c'est qu'on doit se mettre dans une posture d'écoute. Moi, je me souviens, il y a 5-6 ans, nos services consommateurs, services d'écoute, jamais, au grand jamais, les marketeurs n'allaient les voir. Jamais, d'ailleurs, ils ne parlaient aux marketeurs. C'était les gens qui réglaient les problèmes. D'ailleurs, le service consommateur n'était pas un moyen moteur de l'entreprise. C'était une contrainte. Donc, quand on dit contrainte, ça veut dire c'est un frais fixe. Et grosso modo, c'était les gens qui étaient là pour recevoir les plaintes des consommateurs. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on se dit, cette écoute, ce qu'on dit, on appelle ça les insights, sont quelque chose d'important. On se dit que, si je regardais des chiffres sur L'Oréal aux États-Unis, l'ensemble du groupe aux États-Unis, il y a tous les jours environ 200 000 messages qui sont postés sur les blogs, sur Facebook, etc., qui concernent nos marques, une de nos marques. Et parmi ceux-là, il y en a environ 1 millier qui sont directement actionnables, c'est-à-dire qui sont source d'idées qui peuvent influer la conduite de nos marques. Donc, vous voyez la richesse, on dépense des fortunes, souvent en études, en choses, etc. Il y a toute cette insight, et je vous l'évalue dans le cas des US, parce que j'ai les chiffres là, mais 1000 messages en France qui viennent aux États-Unis, qui viennent de consommateurs tous les jours, et qui nous permettent d'influer la conduite de nos marques. Donc, c'est vraiment cette posture d'écoute qui, à mon avis, fait la différence, et qui est d'ailleurs une source de création de chiffre d'affaires pour la suite. Juste, on peut dire que le marketing IT, c'est le marketing de l'immédiateté titanesque. L'immédiateté, c'est le real time, alors que en marketing, on a appris les plans marketing et pas les impros. L'immédiateté, c'est qu'est-ce que je dis tout de suite. Et puis titanesque, c'est la puissance de la transmission du message. Donc on se retrouve dans un environnement où l'entreprise, elle avait des anciens modes de pensée, et c'est pas tant un réveil moral ou humaniste, que le marché qui pousse l'entreprise à agir différemment. Et c'est les 13 cabinets de conseil en gestion de crise qui hurlent chez Voyage SNCF quand ils voient que c'est 3 community managers qui vont gérer le dialogue. Donc là aussi, cette transformation de nos métiers, elle est fondamentale. Stéphanie ? Oui, je voulais juste ajouter effectivement le terme de transparence. Je ne suis pas forcément sûre que ce soit celui qui s'applique le mieux. Je pense qu'on est plus dans la co-création aujourd'hui. Ce qui est intéressant, moi j'ai travaillé dans l'alimentaire pendant 10 ans, et le jour où la page Facebook de Coca-Cola a été créée par 2 personnes qui ne travaillaient pas dans cette firme, ça me paraît absolument incroyable. C'était une des marques les plus encadrées, je pense, en tant que marque. Et il y a l'affaire Mentos aussi, oui. les fameux, qui est un autre élément pour Coca-Cola qui les a fait changer beaucoup. Et je pense qu'effectivement, et non seulement donc ces 2 personnes ont créé cette page, ils adorent cette marque, et puis maintenant je crois qu'ils travaillent effectivement pour Coca-Cola en freelance, parce que je crois qu'ils habitent en Californie, donc ils n'ont aucune envie d'aller à Atlanta. Et je crois que c'est assez intéressant, parce qu'il y a cette notion d'humilité, il y a cette notion de co-création. Aujourd'hui, c'est avec nos clients, c'est avec les amoureux des marques qu'on créera les plus belles histoires des marques aujourd'hui. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, donc j'aimerais quand même finir. Tout à l'heure, quelqu'un l'a évoqué, on a entendu le mot crise.
Alors évidemment, une question que beaucoup se posent, c'est qui est celle de la ventilation des budgets. Parce qu'on parle beaucoup du digital. Moi, j'ai été compulsé quelques chiffres et quelques prospectives. On voit aujourd'hui que les projections d'investissement dans le digital sont de l'ordre de 60 millions de dollars. C'est 100 $, je suis désolé, c'est celle que j'ai trouvée, mais qui restent énormément en deçà des autres surfaces d'investissement, je veux dire plus classiques, les médias plus classiques. Donc une question qu'elle vous attendez, c'est vous, quelle est la part, quel est le pourcentage d'investissement que chacune de vos marques réalise dans le social, dans le digital? Moi, je vais répondre en disant que je ne me pose jamais la question en ces termes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le vrai sujet pour moi, c'est quel est le mix le plus efficace dans l'absolu en utilisant tous les moyens disponibles pour avoir une action qui fonctionne. Et donc, je pense que l'idée de se poser la question d'une répartition en fonction en fait de la nature des campagnes, en fonction de la nature de la cible, des enjeux, en fait, ça recouvre des réalités qui sont extrêmement différentes. Donc, comment faire une action qui fonctionne et qui intègre le digital comme un paramètre, comme les autres. Je continue le tour de table. Je pense que la réponse de Bernard est excellente. C'est vrai que ça se pose plus en termes de stratégie. Donc effectivement, c'est quelle est la cible, comment au mieux la toucher. Donc pour certaines cibles, ce sera effectivement, ça peut être du 100% digital et rien d'autre. Pour d'autres, ça peut être du 50-50 sur des cibles effectivement, je dirais, qui sont peut-être, qui sont à la fois sur le digital et puis qui continuent aussi à beaucoup consommer du média offline. Donc encore une fois, je pense que chaque marque, chaque business est unique et ça se fait vraiment beaucoup plus à la rencontre d'une cible que d'une façon plaquée et répartie d'une façon arbitraire. Je suis un peu ce qui vient d'être dit. Je pense que d'abord le digital, il faut savoir ce qu'on entend dans la définition du digital, parce que moi, de plus en plus, j'essaie de traiter la télévision, par exemple, de digitaliser notre approche de la télévision, c'est-à-dire plus seulement de réfléchir en termes d'espace 30 secondes ou 20 secondes dans des espaces de publicité classiques. Donc, en fait, ça varie aussi beaucoup par rapport aux marques. Parce qu'effectivement, on a plein de marques dans nos portefeuilles, on a qui sont naturellement totalement digitales et d'autres qui sont moins, et ça varie aussi par rapport à une autre chose qui sont les pays. Si vous voulez, si on regarde une moyenne, moi je peux effectivement regarder des moyennes autour de 10% de nos budgets qui sont consacrés aux digitaux, mais ça veut rien dire, parce que dès quelque part, je vais vous dire qu'en Italie, si c'était 10%, ce serait beaucoup trop. Et quelque part à Taïwan, si c'est juste 10%, c'est pas du tout assez. Donc c'est pour ça que cette notion est très très difficile à appréhender. L'idée c'est de se dire il faut essayer de digitaliser tous les éléments de notre investissement, parce que les digitaliser, ça veut dire les mettre en rapport avec les attentes de nos consommateurs, des gens qui reçoivent le message. Et donc moi j'aimerais bien, si vous voulez, que ce soit 100% digital, parce que ça voudrait dire que 100% de ma communication est en interaction avec les attentes de mes consommateurs. Mais bon, ça dépend des infrastructures, du contexte du pays et de la marque, parce qu'effectivement il y a des marques qui sont plus dans le dialogue, qui sont très en co-création, comme on le disait tout à l'heure, avec des consommateurs. Il y a des marques qui sont plutôt dans j'ai une expertise qui est issue de ma recherche et que je vais passer, donc j'ai toute une phase d'éducation dans ma posture de marque. Donc effectivement, je dois passer par des messages que je vais pousser plus que des messages que je vais co-engendrer avec d'autres. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Nous, c'est plus simple. On est 100% digital. Alors, à l'inverse, est-ce que vous allez avoir des investissements offline? Alors nous, on a un petit peu nous on se pose la question dans l'autre sens. Est-ce qu'on doit faire du offline? Donc ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'effectivement, ça dépend de la marque et du produit et de l'entreprise. Nous, on est un pure player. Nos clients sont sur Internet, ils achètent chez nous, ils sont. Donc après, par contre, c'est vrai, qu'est-ce qu'on met dans le digital? Parce qu'après, quand on doit aller faire de la ventilation auprès du financier, il a l'impression qu'on peut lui dire tout est digital. Mais c'est vrai que nous, on se pose plutôt la question inverse. Est-ce qu'on doit encore faire du offline? Si oui, avec quels médias? Qu'est-ce qui est le plus
cohérent avec du digital, puisque nous, notre but, c'est plutôt de dire on va les chercher pour qu'ils reviennent vers le digital. Alors on veut les pousser, nous, le plus possible vers le web. Donc la question, elle se pose à l'inverse, c'est est-ce qu'il y a un média offline qui va nous aider davantage que les autres à les faire passer au online. Donc on a un petit peu une problématique inverse, mais c'est juste parce qu'on est une marque jeune et qu'on est né avec le digital, en fait. Merci beaucoup. Bernard, peut-être un petit mot de la fin pour conclure, des beautés. Merci. Merci à vous pour ces points de vue très intéressants. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon.